Bon vendredi, mesdames, messieurs. On y revient également. 5 personnes qui ont perdu la vie après une importante collision à Chapais. Ça se passait hier après-midi. 4 des victimes venaient de la communauté de Waswanipi. La tragédie, bien sûr, ébranle tous les membres de la communauté. Kimberly Hall. 4 jours pour les 4 victimes venant de cette communauté, c'est ce qui a été décrété ce matin par la chef Irene Nepoche pour leur rendre hommage. C'est aussi en solidarité avec les proches. Par voie de communiqué, la chef partage aussi ses condoléances aux familles et amis des personnes décédées. La communauté ajoute qu'elle remercie tous ceux et celles qui ont offert leur soutien. D'ailleurs, à la mémoire des personnes décédées, un moment de silence a été observé ce matin. L'état de choc qui amène ses effets. J'ai eu la chance d'aller voir pas toutes les familles encore, mais une couple de les familles hier. Et aujourd'hui, on a travaillé beaucoup pour aligner les services de support requis pour la communauté. Et je vais continuer de faire ma tour, de visiter les familles. Notre communauté est très jeune, donc l'impact sur les adolescents est quelque chose qui nous inquiète. La route 113 est toujours fermée pour une durée indéterminée dans le secteur, étant donné l'ampleur de l'accident. Rappelons des faits, cet événement est survenu au kilomètre 338 vers 13h15 hier. La collision a eu lieu entre une camionnette et une fourgonnette qui transportait des personnes pour des suivis médicaux. Les constatations de la Sûreté du Québec tendent à privilégier une collision frontale après que la camionnette ait dévié de sa voie et qu'un incendie s'est déclenché dans la fourgonnette. Les victimes avaient entre 45 et 69 ans, dont 4 hommes et une femme. On est tous sous le choc. C'est quelque chose que on s'attendait pas. Là. Moi, je suis arrivé sur les lieux d'accident, mais sauf que je ne voyais rien. J'étais juste avant la courbe où c'est arrivé. C'est triste, autant pour les gens de Chapais que pour les gens de Waswanipi. Et on offre nos sympathies autant aux gens, aux collègues de travail, des gens de Chapais et des gens de la communauté de Waswanipi. Je le fais au nom du gouvernement du Québec. On est avec vous de tout cœur. C'est un deuil qui est extrêmement important. En ce moment, les enquêteurs sont toujours sur place pour déterminer les causes exactes de l'accident. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Maintenant, l'avocate de Sylvie Rochon a plaidé la légitime défense pour la mort de sa sœur Denise le 30 janvier 2022 à Rouyn-Noranda. De retour à la cour, les jurés ont ainsi pu commencer leur évaluation de la réplique de la couronne qui livrait aussi son plaidoyer. Voici notre plus récent résumé de la cause. La procureure Élise Pinsonneau, dans sa plaidoirie d'une quarantaine de minutes aux jurés de 9 femmes et 4 hommes au palais de justice, souhaitait prouver l'innocence de Sylvie Rochon. Ainsi, rappelons le témoignage émotif et a-t-elle dit près de la crise d'angoisse de l'accusé, elle a voulu prouver hors de tout doute que sa cliente, malgré les photographies impressionnantes des policiers et le récit des experts sur les graves blessures imposées à la victime, avait réagi à l'attaque d'un intrus, sans rien y voir dans le noir, mais surtout qu'elle a été attaquée quand sa sœur dormait au 2e étage. Déjà, on peut s'interroger, est-ce que Sylvie Rochon a vu et tué sa sœur volontairement la nuit du 30 janvier 2022? Des allégations immédiatement rejetées par la couronne qui indiquent notamment que l'étendue des blessures, dont 25 ecchymoses après 3 coups de lampe commises et l'enroulement d'un fil électrique dans la pénombre, prouvaient l'intention de tuer. Aussi, le temps qu'aurait pris l'accusé à composer le 911 après la trentaine de minutes qu'aurait duré l'échauffourée confirmerait que la victime, qui avait le visage couvert de sang séché, a bel et bien été battue à mort. Selon Maître Philippe Comtois du DPCP, le lit de Denise Rochon n'était pas défait et laisse entendre qu'elle n'y a pas dormi. La Cour étant ajournée jusqu'à mardi, le juge Lemay fera alors ses indications aux jurés qui seront ensuite séquestrés le temps de leur délibération. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et de nombreuses résidences pour personnes âgées sont aux prises avec des difficultés financières, on le sait. Et c'est également le cas pour l'Îlot d'Or à Santerre qui lance une campagne de financement. Kémélia La Liberté. Ça se peut pas qu'on abandonne ça à Santerre. On en a besoin. 7 résidences privées pour aînés de l'Abitibi-Témiscamingue ont dû fermer leurs portes depuis les 2 dernières années. Pour ne pas avoir à se rendre là, l'organisme à but non lucratif l'Îlot d'Or de Sainte-Terre veut prendre des précautions financières. Parce qu'on n'en veut pas de fermeture, justement. Fait qu'on faut qu'on trouve les sous pour rester longtemps
et le plus longtemps possible. Avec cette campagne de financement principalement destinée aux entreprises régionales, l'organisme espère amasser 50 000 $ par année pour continuer son bon roulement. On est quand même proactif de notre côté aussi. On fait beaucoup d'activités de financement. Mais là, aujourd'hui, on vient faire appel aux entreprises du milieu, de la région. Dans notre RPA, on a plus de 50 résidents et à la ressource intermédiaire, de l'autre côté, on a 22 résidents aussi. Ce qui est important de savoir, c'est que nous autres, on a une grande liste d'attente aussi. Donc, c'est un service qui est vraiment demandé. C'est un service, je pense, essentiel à Sainte-Terre. Mais en plus des difficultés financières, la pénurie d'employés a elle aussi alourdi la tâche dans les résidences. On a eu besoin d'avoir recours à la main-d'œuvre indépendante qui nous a été très utile, mais par contre, qui nous fait mal financièrement. Le changement de personnel des agences, les gens ont de la difficulté. Il faut qu'on retrouve aussi du personnel pour encadrer tout ce beau monde-là. Comme l'Îlot d'Or gère les 2 seules résidences pour personnes aînées de Sainte-Terre, une fermeture n'est pas souhaitable, tant pour les résidents que pour la ville. Où on irait? Ce serait les familles qui nous prendraient en charge ou moi, il faudrait que je m'en aille à Montréal, tu sais, où je connais personne. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la municipalité, que c'est sûr qu'on ne laissera pas ça aller là, parce que on ne peut pas perdre des résidents. Puis, tu sais, perdre des résidents, des fois, c'est on perd toute la famille autour de la résidence. C'est quand les personnes âgées doivent être placées ailleurs ou dans une autre résidence, être hébergées ailleurs, bien, ça fait en sorte que les familles, les enfants, ils pensent à un moment donné de suivre leurs parents. On a passé une résolution en février, là, dans le fond, pour cette année, c'est 35 000 $ qu'on a accepté là, de verser en aide financière à l'Îlot d'Or. La campagne de financement de l'Îlot d'Or se poursuit donc jusqu'à la fin mai. Et les entreprises qui souhaitent s'impliquer peuvent communiquer directement avec la direction de l'organisme. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Sainte-Terre. Et c'est hier soir à Témiscamingue qu'avait lieu la dernière séance de consultation sur le projet de centrale hydroélectrique Onimiki. On rappelle que le promoteur du projet veut ouvrir une installation de 10 MW à Témiscamingue et d'autres ailleurs sur le territoire de la MRC. Et les qualifications de la Ligue Lego First battaient leur plein aujourd'hui à l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda. 9 équipes composées d'élèves de l'école d'Iberville et du primaire des établissements de Granada et Notre-Dame-de-Grâce évoluant dans des programmes de robotique. Au-delà de ses allures enfantines, la compétition de la Ligue Lego First n'est pas un jeu d'enfant puisque les participants qui n'ont pas le contrôle direct sur leur robot, 5 des 9 équipes présentes aujourd'hui, pourront, une fois qualifiés, se rendre à la compétition provinciale le 26 avril à Longueuil. C'est ce soir que le spectacle Guitar Story 2.0 prend place. C'est au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. L'événement, c'est un hommage à la guitare et aux guitaristes les plus influents des 100 dernières années, du rock de Led Zeppelin au blues de Stevie Ray Vaughan, en passant par le flamenco et le jazz manouche. La formation regroupe 6 musiciens, dont une chanteuse et un chanteur, et passe en revue près d'une centaine de guitaristes sous forme de medley. Au hockey de la Ligue de hockey junior Maritime et Québec, c'est ce soir match des Huskies. Il y a match des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or dans les heures qui viennent. Pour la Meute, c'est à 19h contre les Tigres de Victoriaville à l'Arena Glencore. Ils portent un chandail pour l'autisme, mais pour ce qui est du vert et or, affrontement avec les Olympiques de Gatineau aussi à 7h au Centre Nico Eagle à Val-d'Or. Le printemps prépare sa véritable arrivée. Oui, d'abord, le ciel est partiellement nuageux ce soir cette nuit, moins 15 tout autour. Demain, Winaway à Kitsisakik, de la faible neige pour 2 cm jusqu'en après-midi et moins 6. Et dimanche, il fera soleil avec moins 2 degrés. C'était vos infos régionales. Merci d'avoir partagé avec notre équipe une semaine, oui, forte en émotions, on va s'en dire. On vit le quotidien ensemble encore la semaine prochaine, en route vers quand même d'agréables congés fériés pour Pâques. D'ici là, bonne fin de semaine, soyez attentifs aux autres dans toutes vos activités et sur la route. Au revoir.